Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle émission du débrief. En première partie, nous reviendrons sur le rapport du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, sur le Sahara, qui a été publié en milieu de semaine dernière. Comme tous les rapports précédents, il servira de base à la résolution qui devra être débattue dans les jours qui viennent sur le renouvellement de la MINURSO. Et comme tous les rapports précédents aussi, il est structuré de manière à ne prendre position clairement et explicitement pour aucune des deux parties que sont le Maroc et l'Algérie par Polisario interposé. Le Maroc officiel et officieux a réagi lundi dernier à Laayoune en publiant la déclaration éponyme, la déclaration de Laayoune. Nous y reviendrons. En seconde partie, après la pause, nous resterons dans la zone Nord-Afrique et en Algérie plus précisément, avec un cinquième mandat qui se profile à l'horizon pour le président sortant et souffrant Abdelaziz Bouteflika. Est-ce bien sérieux de maintenir un tel homme à la magistrature suprême, sachant que pour la campagne présidentielle de 2014, il n'avait pas pu faire campagne et depuis, il est cloué sur son fauteuil et ne voit plus personne. Nous parlerons de ces deux sujets avec nos invités qui ont accepté de nous rejoindre, Naïm Kamal, directeur du site quid.ma, et Abdelhamid Ben Khattab, professeur de sciences politiques à l'université Mohamed V de Rabat. Merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation. Mais avant de commencer, vous l'avez remarqué certainement, j'ai comme on dit un chat dans la gorge, dû à une perturbation météorologique qui a perturbé mes cordes vocales. J'essaierai de me faire comprendre et je m'en excuse. Le rapport Guterres, donc, était très attendu car il intervient suite au premier exposé présenté par le nouvel envoyé personnel, Horst Kohler, devant le Conseil de sécurité le 21 mars dernier. Et c'est aussi le premier véritable rapport du secrétaire général Antonio Guterres qui, cette fois, a eu le temps de méditer, de préparer, de concevoir et de rédiger son rapport. Quelles en sont les grandes lignes? Quelle a été la réaction du Maroc et comment le replacer dans le contexte de la zone Sahel? Naïm Kamal, on commence par vous. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Vous suivez les rapports du secrétaire général depuis une vingtaine d'années. Un peu plus. Un peu plus même. Je suppose que vous n'êtes pas le seul, puisque Sibn Khattab aussi. Est-ce qu'il y a des éléments dans ce dernier rapport qui a attiré votre attention et suscité votre intérêt? Quelque chose qui est changé par rapport à ce qui s'est passé avant? Le style d'abord. C'est un style qui est très, très latin, qui fait un choix des mots très, très, très particulier pour bien enrober ce qu'il veut entendre. On peut dire aussi que depuis longtemps, les rapports du secrétaire général de l'ONU ou des secrétaires généraux de l'ONU qui se sont succédés à la tête de l'organisation internationale passent et se ressemblent quelque peu. C'est dans ce sens où, à chaque fois, on essaie de donner à chacune des parties prenantes de ce conflit de quoi alimenter ses propres convictions et sa propre plaidoirie, tout en essayant d'installer soit ce qu'on peut appeler un nouveau dynamisme, un réalisme, un compromis, une nouvelle voie, recherche d'une nouvelle solution, mais qui finalement veulent tout dire. Maintenant, si vous voulez, en deux mots, ou en deux phrases plutôt, ce qui m'a le plus surpris dans surpris, le mot est peut-être un peu fort, c'est que le rapport fait référence à l'instauration d'un organisme indépendant pour l'observation des droits de l'homme sur les territoires du Sahara marocain. Vous savez qu'il y a 2 ans, il y a eu toute une bataille de coulisses, toute une bataille diplomatique pour éviter que cette demande, cette exigence ne soit incorporée dans la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et d'ailleurs, ces artisans à l'époque, c'était les Américains. Et il faut pas l'oublier. Et ça, c'est important. Donc j'imagine que ça va être l'une des grosses batailles de ce Conseil de sécurité pour le Maroc, parce qu'il n'y a pas de raison. Les droits de l'homme ne sont pas pires qu'ailleurs. Et même, quand on lit le rapport, on voit que chaque fois que le secrétaire général évoque ces questions d'atteinte aux droits de l'homme, il utilise énormément de conditionnels. Il n'est même pas sûr, selon ce qu'on lui a dit. Et il aurait été bien que le rapport aussi nous parle des droits de l'homme. Atindowski ne fait que de façon très, 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 très superficielle. Il y a cet aspect, sachant que un rapport du secrétaire général ne vaut que par le reflet qu'il va retrouver dans la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU.
Le deuxième point qui me gêne ou qui m'embarrasse dans ce rapport, c'est qu'il veut donner une dynamique à des négociations directes. On reviendra tout à l'heure avec qui on va discuter les partis, mais on sait que dans son esprit, c'est le Maroc et le Polisario, sans conditions préalables. Or, on sait, et le rapport lui-même le dit dans son préambule, quand il relate les positions des uns et des autres, que par la voix de son roi, le Maroc, a mis les lignes rouges à ne pas dépasser, que toute solution au conflit du Sahara ne peut se faire au détriment de la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara. Et dans le cadre de la proposition d'autonomie qui, encore une fois, je le répète, je l'ai souvent dit dans cette émission, est une concession énorme qu'a faite le Maroc pour aller dans le sens du compromis, dans le sens du réalisme pragmatisme et du pragmatisme voulu par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Très bien. Abdelhamid Ben Khattab, est-ce que je vous pose la question d'une autre manière, en préambule, est-ce que vous ne décelez pas une différence d'approche, effectivement, comme l'a relevé Naïm Kamel, par rapport au rapport précédent? Non, pour ma part, il n'y a pas de différence de taille dans le rapport du secrétaire général. Vous savez, le secrétaire général n'a pas beaucoup de choix à faire dans cette affaire-là. Il ne fait qu'observer un certain nombre d'éléments à propos du déroulement des opérations de la MINURSO et à propos de la situation sur le terrain. Donc, il n'a pas vraiment à émettre des jugements personnels sur ces questions. Et on voit très bien que le rapport a essayé de laisser tout le monde, de satisfaire tout le monde en quelque sorte. Bien sûr, de notre part, nous les Marocains, on voit qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont infiltré le rapport, notamment en matière des droits de l'homme, parce que nous, on le dit toujours, nous avons déjà des mécanismes de protection et de surveillance des droits de l'homme, et que ce sont des mécanismes reconnus internationalement. Donc il n'y a pas de raison à ce que la MINURSO ait une autre fonction que celle de maintenir la paix et la sécurité dans la région. Donc, en matière de droits de l'homme, je crois que s'il y a un interlocuteur, c'est le Conseil national des droits de l'homme et c'est le gouvernement marocain qui s'en charge. Nous savons très bien que le Conseil national, comment il s'appelle, le CNDH, respecte les principes de Paris. Par conséquent, nous sommes devant une instance qui est supposée être indépendante. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une autre instance indépendante que celle que nous avons déjà. Mis à part cela, oui, c'est vrai, il y a une différence de style. On sait très bien que Guterres aime le style, je dirais, plus ou moins latin, plus ou moins, je dirais, travaillé. C'est un style qui est travaillé, ce n'est pas un style direct. Et c'est un style qui a essayé de démontrer qu'il y a tout de même un certain nombre d'avancées sur le terrain, mais qu'il y a aussi des reculs qui ont été observés. Et on a vu dans ce rapport-là, il y a des reproches qui ont été faits soit au Maroc, soit à l'autre au camp Polisario. Mais grosso modo, nous sommes devant un rapport qui est, je crois, très équilibré et c'est un rapport qui donne raison. Je dirais qu'il donne raison. Oui, il donne raison à la posture et à la situation marocaine, à la position marocaine, oui. Alors, je vais sortir 2 secondes de mon rôle. Moi aussi, je vais répondre à cette question, si vous permettez. Moi, j'ai vu une approche différente qui est axée un peu plus sur l'économie. Sur l'approche économique, sur le développement économique, sur les richesses, mais on y reviendra plus tard. Naïm, dans ce rapport, on voit une inquiétude du patron de l'ONU sur ce qui se passe à Guelgalat avec des gesticulations du Polisario qui refuse de sortir, tout un ensemble de courriers qui ont été échangés entre le Polisario et le secrétaire général. Et quelque part, on ne comprend pas pourquoi l'ONU n'intervient pas, surtout que les Marocains ont brandi des photos satellites. Voilà ce qui est en train de se passer. Pourquoi ils ne font rien au niveau de l'ONU ? D'abord, il faut noter qu'il n'est pas outillé aujourd'hui pour intervenir dans la région. C'est-à-dire que la MINURSO a une autre mission, au départ qui était celle de l'organisation du référendum, avant qu'elle ne constate elle-même et que l'ONU elle-même ne constate également que c'est infaisable et se limite à une opération d'observation, de contact, de maintien, de rapport, etc.
Donc elle n'est pas outillée. On le sait, même rien que pour l'observation, on l'a vu quand il s'est agi des violations qui ont été faites à l'est du mur de défense, à Bir Hello, à Tifariti, quand le Polisario, ce dernier mois, a commencé à essayer de transformer la nature de la zone tampon. Changer le statu quo. Donc, même quand il a été observé, à la limite, quand Stéphane Dujarric a déclaré qu'ils n'ont rien observé, il a dû revenir sur ces mots pour dire « Ah, vous savez, on ne peut pas tout observer, que la zone est vaste. Donc déjà, rien que pour l'observation, ils ne sont pas assez outillés. Le Maroc a volé à leur secours grâce aux satellites, il leur a montré les images. Donc, l'ONU. Mais c'est déjà intéressant que le rapport du secrétaire général signale la situation de Guergueres, mais pas seulement. Il dit, parce qu'il ne parle pas encore de l'Est, parce que c'est récent. Le rapport a été établi avant de la situation à l'Est du mur. Mais il dit une chose catégorique. Il n'est pas question de changer le statut des zones tampons. Et c'est ça ce que cherche le Polisario. C'est changer le statut des zones tampons pour les transformer en ce qu'il appelle des territoires libérés. Et ça, c'est un acquis. Alors, Abdelhamid Ben Khattab, on va aller un peu plus profondément dans cette question de pourquoi la MINURSO n'intervient pas. Il me semble, a été cherché, il me semble que c'est la première fois que le mot terroriste à l'Est, terrorisme, criminel, bande criminelle, menace terroriste, menace sur la MINURSO, que c'est la première fois que c'est cité aussi explicitement dans un rapport. Et malgré ça, je reviens avec la même question qu'Anaïm, malgré ça, malgré le fait qu'on parle de bande criminelle, malgré le fait qu'on parle de menaces terroristes contre les gens de la MINURSO, entre autres, il n'y a rien qui se passe. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Non, c'est pas normal. Enfin, si on examine de près les argumentations du secrétaire général, je vois que ce sont des argumentations qui se basent sur le fait que la MINURSO n'a rien fait parce que les éléments qui ont été présents sur la zone tampon, les éléments du Polisario, n'ont pas un caractère militaire avéré. Moi, je suis un peu étonné de cette manière de voir. Pourquoi ? Parce qu'on voit très bien qu'à partir de décembre 2017, des éléments du Polisario ont été transportés dans la zone tampon de Guergueres. Et leur justification était de faire barrage à ce rallye qui traversait le Sahara, n'est-ce pas ? Maintenant, à un moment donné, lorsque le Maroc a fait savoir aux Nations Unies que cela ne peut pas être toléré, puisque nous sommes devant des agissements qui ont un caractère, je dirais, même s'il n'est pas militaire, il a un caractère qui a un rapport avec des actes de souveraineté. Parce que de quel droit ces éléments de Polisario vont se proclamer et s'autoproclamer policiers de la région ? Dans ce cas-là, même s'ils sont désarmés, nous sommes devant des actes de souveraineté qui sont supposés refléter la puissance publique d'un État. Or, ce qui se passe réellement sur le terrain, c'est que le Polisario a historiquement commis une erreur, je dirais, fatale, qui est celle de déclarer un État de manière unilatérale sur des territoires qui n'existent pas, c'est-à-dire sur le territoire algérien. Dans ce cas-là, ils ont sapé l'un des éléments fondamentaux de l'existence d'un État. Maintenant, après 40 ans, ils ont pris conscience que cela a été une erreur. Et ils vont essayer par tous les moyens de créer le provisoire qui dure, même à partir d'un certain nombre d'éléments je dirais, et de construction à caractère civil, mais ce sont là des actes qui sont supposés être de souveraineté que le Maroc ne peut pas tolérer. Ce sont là des actes qui seront par la suite interprétés comme des acquis sur le terrain, et à partir de cela, on peut parler de territoires occupés ou réellement libérés par le Polisario, chose qui n'existe pas
pas sur le terrain. Parce que le Maroc, lorsqu'il a érigé cette zone tampon, c'était pour, je dirais, des raisons sécuritaires et notamment pour des raisons de bon voisinage avec l'Algérie et la Mauritanie. Pour éviter tout Parce contact qu'il entre voulait, les deux. coûte que coûte, créer une zone tampon dans laquelle on peut contrôler les agissements de l'adversaire sans que cela ne dégénère sur des heurts ou sur des affrontements avec les armées des États voisins. Maintenant, on voit très bien que les Polisario ont pris conscience qu'il y a un blocage de la situation. Et coûte que coûte, ils veulent tout simplement créer une situation qui leur permettrait par la suite de revendiquer un territoire, une zone qu'ils qualifieront de libérée. Les Marocains ont bien compris ça. De répondre aux trois conditions qui forment un État, un territoire, une population, une administration. Voilà, d'ailleurs, ils l'ont bien compris, vous l'avez dit tout à l'heure, même les Marocains ont bien compris, et l'ONU aussi, puisqu'elle parle de non-changement du statu quo. Le problème maintenant, de quel droit le Polisario érige une police, même s'il est désarmé. Parce qu'on parle d'actes de souveraineté, là. Ce sont des fonctions régaliennes d'un État. On ne peut pas tolérer que des éléments de Polisario puissent faire la police dans cette région tampon. Très bien. Alors, on va passer à un autre sujet, à un autre point du rapport. Naïm Kamal, comment on peut comprendre ce passage où le secrétaire général appelle à des négociations directes entre le Maroc et le Polisario, sachant que les partis, nous le disons, et tout le monde le sait, comme le dirait M. Sahel d'ailleurs, que les deux parties sont le Maroc et l'Algérie. Alors, est-ce que c'est toujours dans la recherche d'un équilibre ou alors est-ce que, bon, c'est un peu les mêmes phrases qui reviennent? Vous savez, on a relevé... Il y a une insistance là-dessus. Là, déjà, on avait relevé, je crois la semaine dernière, quand on discutait avant même la publication du rapport, qu'il y a une implication aux yeux de l'ONU de l'Algérie de plus en plus avérée. C'est-à-dire que l'ONU commence à demander à l'Algérie de s'engager, je crois que c'est ça le terme, de s'engager un peu plus ou plus fortement dans la recherche d'une solution à ce conflit. Il faut le prendre pour ce qu'il est. C'est le début de quelque chose qui s'effiloche. Ça peut s'effilocher, ça peut s'arrêter, mais jusqu'à maintenant, l'Algérie continue à nous vendre sa litanie habituelle, traditionnelle, qui ne trompe personne. Nous ne faisons que soutenir le droit du principe des peuples, etc., etc., etc. Bon, évidemment, tant que l'Algérie refuse de dialoguer, de discuter réellement, de s'asseoir à la table des négociations avec le Maroc, parce que le conflit est maroco-algérien, on le sait, toutes les capitales le savent. Mais tant que l'Algérie refuse, donc le monde entier, d'autant plus qu'on a l'impression, avec ce qui se passe dans le monde, les grandes capitales de ce monde n'ont pas pris encore vraiment la mesure du danger, même s'ils le disent, et continuent à considérer peut-être que le conflit du Sahara est un conflit secondaire par rapport à ce qui se passe au niveau géostratégique à travers le monde. Et c'est pour ça que, bon, on essaye, mais c'est une façon, on va dire que c'est une façon... Je crois qu'ils ont compris quand même, puisqu'ils savent qu'il y a un problème de sécurité au Sahel. Savent, mais est-ce qu'il est majeur? Et ça, c'est un autre débat, il est un peu plus vaste. Il commence à devenir majeur. Il commence à devenir majeur, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe aujourd'hui dans la région. Est-ce qu'on est en train de préparer quelque part une déflagration régionale qui ne concerne pas que le Maroc et l'Algérie, qui concernerait toute la région, c'est-à-dire une redistribution des cartes, un changement des frontières, des zones, des régions. Oui, le principe du grand Moyen-Orient démocratique, c'est ça. Il continue. C'est ce qui a fait éclater l'Irak, c'est ce qui a fait éclater la Syrie, c'est ce qui peut faire éclater demain la Turquie. Et il ne faut pas qu'on se croie qu'on est en dehors de cette sphère, en dehors de... Vous faites référence au discours de Riyad du roi Mohamed VI quand il avait évoqué ça d'une manière claire en 2015. Exactement, et on a conscience. Donc, il y a quelque chose. Mais pour l'instant, les problèmes, depuis l'implication de la Russie en Syrie,
la donne est devenue plus compliquée. Et c'est-à-dire que, bon, il faut parer au plus urgent pour revenir peut-être en ce moment-là vers le Maghreb. Et ça, c'est vraiment ce qui, personnellement, me fait peur. Parce qu'il ne faut pas croire que ni l'Algérie ni le Maroc ou que le Maroc ou l'Algérie soient à l'abri de cette vision. Mais dans le rapport, vous y faisiez référence, il y a cette phrase, et je vous pose la question à vous, Abdelhamid Ben Khattab. Je cite, je voudrais, c'est-à-dire le secrétaire général de l'ONU, comme le Conseil de sécurité, exhorter à nouveau les États voisins, l'Algérie et la Mauritanie, à apporter leur concours au processus politique et à s'engager plus avant dans les négociations. Hier, sur une chaîne télé française, Abdelkader Msahel, le ministre algérien des Affaires étrangères, a répété encore une fois que, donc après le rapport, que c'est une question qui va rester entre le Maroc et le peuple sahraoui, comme il a dit. Est-ce que vous ne pensez pas que l'ONU devrait réagir peut-être un peu plus? Parce que ce que dit Naïm Kamal est inquiétant, quelque part. C'est-à-dire, vous y allez, parce que là, il y a un problème. On le disait la semaine dernière, Naïm, dans l'émission, vous y étiez, la sécurité européenne commence à Guelgarat. Donc là, ça rejoint ce que vous disiez. Absolument, oui. Vous savez, l'ONU n'a pas véritablement beaucoup de cartes à jouer pour amener l'Algérie et faire pression sur les dirigeants algériens à s'attabler ou à entrer en négociation avec le Maroc. On voit très bien que dès le départ, les Algériens se sont retranchés derrière une position selon laquelle nous ne sommes pas contre le Maroc, mais nous sommes pour l'autodétermination du peuple sahraoui. Bien entendu, lorsque on est neutre, on ne doit pas, je dirais, entraîner des militaires de Polisario. On ne doit pas héberger quand même des éléments du Polisario. On ne doit pas financer les campagnes internationales du Polisario. On ne doit pas faire campagne au niveau de l'ONU pour défendre la cause du Polisario. Donc on voit très bien que la thèse algérienne ne tient pas debout. Maintenant, combien de temps peuvent-ils, je dirais, résister et maintenir cette position de neutralité, entre guillemets, qui n'existe pas? Je crois que les cartes commencent à bouger. Pourquoi? Parce qu'il y a la menace terroriste actuellement, qui est une menace, je dirais, transnationale et qui touche aussi bien l'Algérie que le Maroc. Les Algériens, malheureusement, je dirais, je parle non pas du peuple algérien, mais des élites algériennes, nous sommes devant un régime stratocratique, autoritaire et un régime qui vit dans le passé. Donc il est incapable, je dirais, de visionner et de voir les dangers imminents qui guettent actuellement dans la région, notamment en matière de lutte contre le terrorisme. On voit très bien que la région du Sahel est une région qui est devenue maintenant une nouvelle zone, je dirais, de rassemblement de djihadistes de toutes sortes. Et il est temps pour le Maroc et pour l'Algérie de prendre leur responsabilité. L'Algérie a beau dire qu'il n'est pas, je dirais, une partie du conflit, mais il est là et c'est lui qui bloque en quelque sorte l'ensemble des opérations en matière de lutte contre le terrorisme, puisqu'on voit très bien que l'Algérie n'a pas voulu s'inscrire dans la dynamique du G5 pour lutter contre le terrorisme et n'a pas voulu aussi soutenir les efforts des Français en la matière et bloque aussi l'intervention du Maroc en la matière, sachant bien que le Maroc a une expérience assez avérée maintenant et assez reconnue au niveau international en matière de lutte contre le terrorisme. Donc, les Algériens ne peuvent plus se retrancher derrière cet argument qui a vieilli maintenant, cet argument que nous sommes pour l'autodétermination du peuple sahraoui, pour, en fin de compte, coloniser d'une manière indirecte ce territoire et faire qui passe par plusieurs, on sait très bien plusieurs aspects, plusieurs manières d'être déclinées, que ce soit un référendum ou une autonomie. Il y a plusieurs dans la charte de l'ONU. L'autodétermination est techniquement impossible. Sur le terrain, on s'est aperçu que c'est impossible. Et en plus de cela, pourquoi créer un État qui n'a pas les éléments constitutifs d'un État, qui n'a pas les atouts
d'un État. On ne peut pas créer un État comme ça du jour au lendemain. Un État, ça se crée avec beaucoup d'efforts. Il va falloir attendre plus de 100 ans pour créer un État stable et un État fort. Un État, ce n'est pas que des 60 des ans après gens. son indépendance, Voilà, l'Algérie n'a pas qu'une poignée de l'Algérie n'a pas militaires. encore réussi à le Oui, faire. un État, ce n'est pas qu'une poignée de militaires qui se déclarent avoir un État, une autorité, mais encore faut-il avoir une infrastructure, un réseau nécessaire de l'État, à savoir des aéroports, des ports, des écoles. Le lien social, est national. C'est plus important que les infrastructures. Le lien social est national. Oui, tout à fait. C'est le sentiment d'avoir en mémoire ancré l'idée d'appartenance à une nation qui existe, qui a existé et qui a une continuité. La nation sahraoui, là aussi, il y a un problème à définir la nation sahraoui, ça n'existe pas. Et ça commence où, ça s'arrête où? Alors c'est fini pour cette première partie. Nous en arrivons au terme de la première partie de ce débat. Nous nous retrouvons après quelques instants de pause. Le temps court et passe très vite. Nous n'avons pas vu passer. Nous nous retrouvons tout de suite. Merci. Rebonsoir. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie du débrief et nous débattons de la question du Sahara, du rapport de Antonio Guterres sur le Sahara et le renouvellement de la MINURSO, pour la résolution sur le renouvellement de la MINURSO et de la déclaration de Laayoune qui a été signée, qui a été publiée lundi dernier en début de semaine. Pour ceux qui nous rejoignent, nous en discutons avec Naïm Kamal, directeur du site Quid.ma et de Abdelhamid Belkhta, professeur de sciences politiques à l'université Mohamed V de Rabat. Naïm Kamal, un autre élément, j'en parlais tout à l'heure en début d'émission, c'est l'approche économique. Oui. C'est aussi la première fois qu'on parle aussi clairement d'économie, et c'est peut-être dû à la personne de Horst Köhler, nouvel envoyé spécial personnel. On parle d'intégration économique, on parle de richesse, on parle de prospérité, on parle de développement socio-économique. Est-ce que ce n'est pas une avancée importante pour sortir un peu de ce qu'on disait juste avant la pause, c'est-à-dire sur les manœuvres du Polisario pour créer leurs États avec les Algériens, etc. Non, d'abord, c'est gentil de me poser cette question, parce que j'avais oublié quelque chose dans le rapport du secrétaire général de l'ONU. C'est qu'il avait noté que les investissements du Maroc dans son Sahara se poursuivent. L'effort d'investissement se poursuit, que des projets ont été concrétisés, que d'autres sont en voie d'exécution. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire de souligner, c'est en quelque sorte une réponse à cette ritournelle algéro-polisarienne qui dit que le Maroc exploite les ressources du peuple sahraoui, etc. Il y a un effort de développement économique remarquable et remarqué. C'est-à-dire, pour rappel, c'est 7 milliards de dollars. Pour être souligné dans le rapport du secrétaire général. Maintenant, pour revenir à ta question, c'est exactement ce que fait c'est une manière de faire le constat qu'a fait le roi Mohamed VI dans son discours devant l'Union africaine lors du retour du Maroc à l'organisation panafricaine. Il avait signalé que, alors que des groupements régionaux se développent et prospèrent, la région du Maghreb est à un niveau quasi zéro de coopération, de développement interrégional. Et c'est une façon de dire que ce conflit handicape. C'est ce que dit le rapport du secrétaire général, c'est ce que disait le souverain à Addis Abeba, qu'il faut penser à l'avenir, il faut penser les choses et l'intégration, non pas en termes de petite géopolitique régionale, de frontières, de taille de pays, etc., mais en termes de projection dans l'avenir. Parce que c'est l'éducation, c'est le pain, c'est l'eau, c'est l'électricité, c'est les infrastructures, c'est l'habitat, c'est le logement, c'est beaucoup de ces choses-là. Et c'est l'échange entre ces pays auquel il va falloir réfléchir. Le fait que le secrétaire général, et que peut-être à l'instigation de son envoyé personnel Köhler, ait retenu cet aspect, attire l'attention sur cet aspect, il est en train de dire, voilà, vous êtes en train de perdre du temps. Alors qu'il y a des choses qui se font. Alors qu'il y a des choses qui se font. C'est un message acquis de droit. Donc on est bien d'accord, c'est la première fois qu'on parle d'une manière aussi claire de l'économie. Oui,
Hein? Oui, dans un rapport. Et donc, comme vous l'avez si bien dit, plan de développement remarquable et remarqué. Bon, il a fallu 2 ans pour qu'ils remarquent. Ils ont remarqué finalement. Non, il a fallu 40 ans pour qu'ils remarquent. Ça a été dit. Le plan de développement a été lancé il y a 2 ans. Ça a été dit. Le gros plan de développement. Ça se disait, mais ça ne s'écrivait pas. Aujourd'hui, ça s'écrit dans un rapport du secrétaire général. Est-ce qu'on va retrouver une traduction dans la résolution du Conseil de sécurité? On verra. Très bien. Alors, en creux, Abdelhamid Ben Khattab, est-ce qu'on peut mettre cet élément économique qui arrive en parallèle avec les mots qui ont été cités dans le rapport d'Antonio Guterres sur la situation cataclysmique dans les camps de Tindouf, la dureté des conditions, les conditions effroyables, la malnutrition, la maladie, etc. Est-ce qu'on peut mettre ces 2 éléments en creux? À l'ouest, voilà comment ça se passe, et à l'est, voilà comment ça se passe. Oui. Est-ce qu'on peut avoir cette lecture? On peut toujours l'avoir, bien entendu. Vous avez d'un côté un effort de modernisation et un effort de création d'un tissu social et économique assez important. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui souffrent, qui sont dans l'extrême vulnérabilité. Alors on voit très bien que dans ce cas-là, le secrétaire général lui-même le dit. Il dit que dans un conflit qui dure trop longtemps, les changements sur le terrain pèsent lourdement dans toute négociation. On voit très bien que les investissements, le travail qui a été fait par le Maroc dans la région, ce n'est pas un travail vain, c'est un travail qui a été conçu dans une perspective, dans une logique d'édification de l'État, de l'édification de tout l'État marocain. Et on voit très bien que le Maroc a fait des efforts considérables qu'on ne peut pas nier. Le secrétaire général lui-même le dit. Et à maintenant dire que le Maroc exploite les richesses de la région, le Maroc se trouve sur son territoire. Il n'a pas véritablement de compte à rendre à qui que ce soit, en vérité, puisque nous sommes devant un territoire marocain. Mais les résultats qui sont visibles sur le terrain montrent très bien clairement aussi, que le Maroc n'a pas une vision pragmatique et utilitariste de l'affaire du Sahara, mais au contraire, le Sahara constitue une dimension essentielle de l'identité et aussi du Maroc, de l'État marocain tout entier. Le rapport que nous avons, nous, le Marocain, avec le Sahara n'est pas un simple rapport politique, c'est un rapport ontologique. On voit très bien que dans notre vie, le Maroc est un pays saharien avant d'être un pays insulaire ou un pays nordique. Excusez-moi. D'abord un pays saharien africain. Oui. Excusez-moi. D'un côté, on dit que, Naïm l'avait rappelé, on dit qu'on reconnaît les investissements qui sont faits ici au Maroc. De l'autre côté, on part de ces conditions. La recherche de l'équilibre, moi je veux bien, mais ce n'est pas de l'équilibre vraiment forcené, parce que là, c'est pas. On est dans une situation où les gens vivent dans des situations lamentables, déplorables. Il n'y a pas de condamnation. Il y a une partie du rapport qui condamne le Maroc pour les droits de l'homme, comme vous l'avez dit, sur un temps conditionnel, donc c'est pas sûr. Et malgré le fait qu'on parle d'une manière affirmative de la situation dans les camps de Tindouf, il n'y a pas de condamnation, il n'y a rien. Comment vous lisez ça? Absolument. Tout d'abord parce que l'ONU n'a pas, jusqu'à présent, n'a pas voulu assumer ses responsabilités en matière de droits de l'homme dans les camps de Tindouf, parce qu'on voit très bien que nous sommes devant une zone militaire d'abord. Nous parlons d'une zone militaire dans laquelle le strict minimum des droits de l'homme ne sont pas respectés. On voit très bien qu'il y a une certaine opacité du point de vue information. Une double structure absolument. militaire. Nous sommes devant une région militaire dans laquelle personne ne peut entrer. Et on voit très bien que les agissements du Polisario sont aussi des agissements qui se font en toute impunité, mais aussi au-delà, à la marge du droit international. Je crois qu'il est temps actuellement de voir ce qui se passe dans les camps du Tindouf d'abord, et ensuite de laisser la possibilité pour ces gens-là d'aller d'un côté à l'autre, de l'Algérie ou aller vers le Maroc, chose que les Algériens leur refusent catégoriquement. Vous savez très bien que aucun des habitants du camp du Tindouf ne peut sortir de ce camp sans autorisation préalable. C'est une grande prison à ciel ouvert. Absolument. Donc, tout à fait. ça doit commencer Antonio par là. Guterres connaît bien, d'ailleurs, parce qu'il a été au commissaire aux réfugiés. Il connaît bien. C'est-à-dire que du côté du Maroc, vous avez des gens du Sahara qui sont pro-Polisario,
qui ont un passeport marocain, qui prennent Royal Air Maroc sur Alger et qui vont au séminaire sur le Sahara à Alger et qui reviennent, qui rentrent sans que personne ne les dérange et que de l'autre côté, personne ne peut bouger sans visa de sortie. Ce n'est pas un visa d'entrée, c'est un visa de sortie comme on le faisait à l'époque du grand bloc soviétique. Pour qu'un citoyen puisse quitter son pays, il faut qu'il y ait une autorisation spécifique pour quitter son pays. Et on ne retrouve pas ça dans les observations du secrétaire général de l'ONU, et c'est malheureux. J'ajoute à cela en plus qu'aucune possibilité de faire, je dirais, une comparaison entre le Maroc, l'État du Maroc et le Polisario ne doit être faite. Pourquoi ? Pour la simple raison, nous sommes devant un État qui est bien institutionnalisé, un État bien édifié. Ça fait maintenant plus de 70 ans, 60 ans, 65 ans qu'il est en train de se solidifier. Quand je parle d'autorisation, je parle d'autorisation algérienne. Alors, bon, le rapport... Nous parlons d'institutionnalisation du pouvoir. Le rapport a été... Il y a une réaction... Une seconde. Rien que pour clarifier les choses. Ce n'est pas Ibrahim Ghali qui gère les camps de Tindouf. C'est l'armée algérienne. C'est la hiérarchie algérienne. Ibrahim Ghali n'est, comme je l'ai dit l'autre fois, que le proxy, n'est que la façade, que l'écran dans cette histoire. C'est-à-dire que d'ailleurs, dans l'avion qui s'est crashé aujourd'hui, les 250 morts, il y avait une trentaine d'éléments du Polisario qui partaient dans un avion militaire algérien. Alors, la résolution, le rapport a été publié, et il y a eu une réaction marocaine qui s'est déclinée de plusieurs manières, dont la réunion à Lyon de lundi dernier, présidée par le chef du gouvernement, avec l'ensemble de la société civile, les chefs de parti. Comment vous lisez ? Il y a eu une déclaration de Lyon, une déclaration longue, avec 14 points, si ma mémoire est bonne. Comment vous lisez cette déclaration ? 15. Comment vous lisez cette déclaration, Naïm Kamal ? C'est juste... On est revenu sur un certain nombre de choses. C'est juste un rappel que l'affaire du Sahara est une affaire de toute la nation. De toute la nation, de l'Gouéra, je vais inverser, à Tanger. C'est pour ça qu'on a été à Lyon le rappeler. Lyon est un lieu hautement symbolique puisque c'est le chef-lieu de la région. C'est le chef-lieu de toute la région et presque la capitale régionale. Le fait que... C'est un classique. C'est un classique au Maroc qu'à chaque fois qu'on sent une tentative de modifier le cours de l'histoire, d'essayer de créer des brèches dans le mur marocain. Je ne parle pas seulement du mur de défense, je parle du mur populaire. Il y a cette réaction et il y a des manifestations. On l'a vu une fois quand Ben Ki-moon a outrepassé ses prérogatives. On l'a vu auparavant à la grande manifestation de Casablanca. Je ne me rappelle plus quel était l'événement qu'il avait justifié, mais qui a été une énorme manifestation. Et moi, je me rappelle, j'étais coincé à hauteur du péage de Bosneka. Je n'arrivais pas à entrer à Casablanca. Donc on rappelle au monde, si vous voulez, d'une autre manière, l'unanimité nationale. Il y a une unanimité nationale, que ce soit au niveau local, au niveau régional ou au niveau national, il y a cette unité. C'est une façon de reproduire à des échelles plus petites la marche verte de 1976. Donc, on est encore là. Le Maroc qui a fait la marche verte, les Marocains qui ont été à la marche verte sont encore là et sont prêts. Et le fait qu'on l'ait fait à Lyon, c'est un signal très fort. On est là et on y reste. J'ai relevé un point parmi les 15 points, Abdelhamid Ben Khattab, c'est la nouvelle approche de communication qui se dessine à l'intention de la communauté internationale. Je vous lis le point. Diversifier les mécanismes de communication avec les institutions similaires et les partis influents dans la prise de décision, notamment en Europe, aux États-Unis, en Afrique et en Asie, et œuvrer à la création de groupes d'influence et de lobbying en vue d'adopter et appuyer la position de notre pays et contrecarrer les thèses des adversaires.
ça a déjà été le cas, mais bon, en fait, on peut dire qu'il y avait des relations d'État à État surtout. Est-ce que c'est véritablement une nouvelle approche de la communication et y aller? Aller dans les corporations, aller dans les métiers, aller dans les villes, aller partout. Ne pas essayer, ne pas se contenter de parler avec les États. Malheureusement, c'était le point de faiblesse de notre diplomatie. C'est qu'il n'y avait que la diplomatie, je dirais, officielle, la diplomatie maintenant économique qui a consolidé la diplomatie officielle. Mais le problème qui se posait, c'est qu'il n'y avait pas une diplomatie, je dirais, basique, une diplomatie parallèle, celle des chercheurs, celle de la société civile, celle des entrepreneurs, celle des associations féministes, des associations de tout genre. Vous savez, la défense de l'intégrité territoriale était jusqu'à un passé très récent une affaire du ministère des Affaires étrangères, une affaire de l'État, une affaire un domaine, je dirais, réservé. Voilà. Malheureusement, maintenant, on voit très bien qu'on a gagné. De la société. À chaque fois qu'on est devant des milieux officiels, on est pour la cause marocaine. Mais à chaque fois qu'on parle de la société civile, des chercheurs, etc., on voit très bien qu'il y a un vide, un grand vide laissé par le Maroc. Et j'ai moi-même vu cela à plusieurs reprises, puisque nous, les chercheurs, nous allons à maintes reprises défendre la thèse ou la marocanité du Sahara sans qu'il y ait aucun moyen, ni de l'État, ni de nos universités, ni de qui que ce soit. Donc on voit très bien que c'est un élément sur lequel on doit travailler dans l'avenir. Alors il reste un point dans cette déclaration. Nous allons faire la transition vers le deuxième sujet. Naïm Kamal, c'est pour vous. La déclaration s'adresse directement aux Algériens. Réitérons notre dénonciation de l'entêtement du régime algérien qui persiste à fomenter des arguments et des prétextes pour perpétuer cette tension artificielle. Et nous réitérons à cette occasion notre appel à nos frères algériens en vue de dépasser les obstacles du passé et se remémorer les étapes rayonnantes de notre lutte commune, loin des résidus de la guerre froide. Ils y vont franco. Est-ce que, selon vous, ça aurait un impact sur l'Algérie à laquelle nous allons passer dans quelques minutes, si vous êtes bref? Il faut l'espérer que ça aura un impact. Mais moi, ce que je note dans cette... D'abord, il y a eu, dans cette déclaration, c'est une constante. Depuis le début, le Maroc dit le problème, c'est l'Algérie. Ça n'a jamais été. Et d'ailleurs, chaque fois qu'on a discuté de l'affaire, on exalte la lutte commune pour l'indépendance, l'histoire, la fraternité, tout ce qui nous unit et qui est plus fort, soi-disant, que ce qui nous désunit. Je vois là qu'il y a ce rappel à cette histoire commune, mais il y a également la remise en cause de l'Algérie. Vous savez, même si il y a la présence du Polisario entre nous deux, nous savons que le Polisario n'est que votre polichinelle. L'affaire est avec vous, et en même temps, il y a un message presque subliminal pour l'Algérie, les résidus de la guerre froide. C'est-à-dire que dans toute cette histoire qui a été beaucoup alimentée par les choix du Maroc des années 60 et des années 70, qui était le choix du monde libre, c'est-à-dire le monde occidental, et le choix algérien qui était le choix du parti unique, du camp socialiste, etc. Et ça me dit, écoutez, la donne a changé. Revenons aux constantes. Alors, nous restons en Algérie pour notre deuxième sujet. Nous avons un peu débordé sur le premier point, vu son importance. Le sujet en Algérie est aussi important, même s'il est un peu particulier, parce que Abdelaziz Bouteflika vient de fêter ses 81 ans. Il est président depuis 20 ans, depuis 99, depuis le siècle dernier. C'est le troisième chef d'État le plus âgé en Afrique, après le Tunisien et le Camerounais Paul Biya. Mais Abdelaziz Bouteflika est malade depuis l'accident cérébral qu'il avait eu en 2013. En 2014, il n'avait pas vraiment fait campagne. Il n'était pas apparu. C'était Abdelmalek Sellal, vous vous en rappelez, qui avait fait campagne à sa place. Et tout le monde disait que c'était là son dernier mandat. Eh bien non, le secrétaire général du Front de Libération Nationale, le fameux FLN, Ould Abbas, vient de l'appeler, encore avec une certaine émotion, à se représenter pour un cinquième mandat. Alors ça signifie quoi pour vous, encore Abdelhamid Ben Khattab, ça signifie quoi pour vous qu'un homme de
81 ans, après 20 ans au pouvoir, après 60 ans de politique, puisse être maintenu. Est-ce que c'est lui, ce qui m'étonnerait, parce qu'il n'est pas en situation, ou est-ce que c'est parce que les luttes claniques n'ont pas encore été réglées et qu'on va le maintenir le temps de régler ça? Parce que finalement, c'est ça. Absolument. Moi, ça ne m'étonne pas, pour la simple raison, nous ne sommes pas devant un État démocratique. Donc, on ne parle pas d'une alternance au pouvoir de manière institutionnelle. Nous parlons ici d'un régime, je dirais, stratocratique, c'est-à-dire gouverné par les militaires. Ça, on le sait. Bien sûr, dans la Constitution, c'est le président algérien qui gouverne, ainsi que le Parlement et le gouvernement. Mais malheureusement, ceux qui gouvernent véritablement, c'est l'armée. Maintenant, la lutte pour la succession du président Bouteflika, ça fait maintenant des années qu'elle est ouverte. Mais elle n'est pas encore, je dirais, résolue pour la simple raison que les Algériens, l'élite politique algérienne n'a pas été régénérée. Il n'y a pas eu de renouvellement des élites politiques, ni économiques, ni militaires, ni rien du tout. Politique, absolument. C'est une élite qui était hermétiquement fermée. On voit très bien que même dans la Constitution, si vous voulez être président, vous devez avoir participé à la guerre de libération ou au moins ne pas être impliqué dans ce qui donne des gens de pas très grande jeunesse. C'est-à-dire qu'on ferme catégoriquement l'accès à la magistrature suprême dans le pays. Et au final, nous avons une élite qui vieillit, mais qui ne veut pas laisser, je dirais, laisser le pouvoir pour d'autres. Et je crois que s'il n'y a pas alternance au pouvoir de manière institutionnelle, de manière fluide, il y aura probablement une alternance forcée au pouvoir, parce qu'on ne peut pas, en politique, il n'y a pas de vide. Et on voit très bien qu'actuellement, Bouteflika est dans l'incapacité objective à gouverner un pays et à avoir une lucidité, la lucidité d'un président d'État. Alors justement, Naïm Kamal, en parlant de ça, il y a des rapports de force qui existent au sommet de la hiérarchie algérienne. Alors, ce sont des rapports de force qui mettent en face des gens au niveau de l'armée, au niveau de l'économie, la classe d'affaires, au niveau de la politique. Et tout ça tourne autour d'un personnage qui s'appelle Saïd Bouteflika, qui est le frère du président. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu quels sont ces rapports de force, pour autant que vous en sachiez quelque chose, parce qu'il semblerait que personne n'en sache vraiment quelque chose. N'en sache vraiment quelque chose. Voilà. Non, mais on connaît un peu les grands traits de ce rapport de force. Pendant quelques années, pendant pas trop longtemps d'ailleurs, pendant peut-être 2 ou 3 ans, on a parlé de la nécessité, on a commencé à tenir ce discours, de la nécessité de construire un État civil. Et le porte-parole de cette tendance, c'était l'ex-secrétaire général du FLN, qui était Ammar Saadani. Et il a payé le prix fort pour ça. D'ailleurs, il était entré en conflit à l'époque avec le général Tawfiq, Medjin, qui était le patron du fameux DRS, les services militaires et de sécurité algérien, omniprésent, omniscient, omnipotent, en Algérie, qu'on disait faiseur et défaiseur d'hommes. Puis on a enterré ce débat sur le... C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'armée a dû intervenir pour dire on arrête. Ils ont changé, ils ont fait des déplacements et aujourd'hui vous avez d'anciens officiers de l'armée algérienne qui vous disent que Medjin est toujours présent. Que derrière des rideaux, il est là dans les coulisses encore à avoir son mot à diriger. Bon, il y a ce rapport. À côté de ça, vous allez voir que Saïd Bouteflika, on le voit plus proche des hommes d'affaires. Lui-même étant un homme d'affaires. On l'a vu dans l'histoire du patron du Forum des entrepreneurs algériens. Quand il a été en conflit avec le prédécesseur de l'actuel Premier ministre, et j'aime pas citer son nom parce qu'il est un peu vulgaire au Maroc, et qu'il prenait sous sa protection le patronat, et ça a coûté à l'ancien Premier ministre son poste. Donc il y a aujourd'hui... Abdelmajid Tebboune qui est resté 2 mois, 3 mois au poste. Il y a beaucoup de changements de mise. Ça dénote d'une certaine instabilité des rapports de force. C'est-à-dire ça tourne au gré des jours, et c'est pour ça qu'il y a un sixième, c'est
Et pourquoi pas? Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Alors là, vous parlez de la hiérarchie. Effectivement, il y a beaucoup de clans, beaucoup de choses qui se passent, mais le temps presse, c'est presque fini. Abdelhamid Mkhtab, je vais faire appel à votre talent d'universitaire et vous allez nous résumer cette société algérienne, cette population. C'est une chose qu'ils ne savent pas faire les universitaires, c'est résumer. Qu'est-ce qu'elle devient, cette population, dans tout ça? Est-ce qu'elle ne bouge pas? Est-ce qu'elle ne voit pas? Elle est prisonnière d'une élite et d'une histoire. L'Algérie actuellement, elle est prisonnière de cette histoire que je dirais glorieuse, c'est vrai. Mais après 50 ans, il va falloir changer. Il va falloir trouver d'autres, je dirais, slogans pour pouvoir aller vers l'avant. Nous voyons très bien qu'actuellement, les élites politiques algériennes sont des élites qui vivent dans le passé et sont fermées, enfermées dans cette logique, je dirais, passéiste. Et il y a l'usure du pouvoir aussi. On voit très bien que l'usure du pouvoir laisse apparaître un certain nombre de graves, je dirais, failles dans le régime politique. Maintenant, la population paye les pots cassés de cette élite-là. Et on voit très bien qu'on est en train de gagner du temps. Pourquoi gagner du temps? Parce qu'ils doivent chercher, cette élite doit chercher je dirais, un président, un nouveau président sur lequel on doit être d'accord, chose qui n'existe pas puisque le président doit appartenir toujours à l'élite des FLN des années 60. Maintenant, les gens ont vieilli et il va falloir trouver d'autres, je dirais, alternatives. Les alternatives, malheureusement, les Algériens n'en ont pas beaucoup. Ils sont très, je dirais, il n'y a pas beaucoup d'alternatives qui s'offrent à eux. Ben non, puisqu'on en est en train de parler du 5e mandat. C'est fini pour aujourd'hui, Naïm, je suis désolé. Juste pour une seconde. Il y a un article dans le Matin d'Algérie que je conseille aux gens d'aller le chercher sur Internet. Le Matin d'Algérie, l'appel à un 5e mandat de Bouteflika, un motif de révolte. Il est signé Habib Khalil et il vous dira tout. Malheureusement, on n'a pas le temps d'en parler. Merci, messieurs, de nous avoir accompagnés ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débrief. D'ici là, restez sur Medi 1 TV. L'information et le divertissement continuent en continu. Et encore une fois, excusez-moi pour ma voix. Merci et à la semaine prochaine.